Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Aujourd'hui, un podcast tout ce qu'il y a de plus inactuel, ou peut-être augure d'un mal futur, puisqu'ils seront statistiquement de plus en plus nombreux à défier nos systèmes. Notre sujet, la Covid, 19e du nom. Pas la maladie elle-même, non, vous commencez à connaître notre format, mais un sujet à propos des crises psychiques que nos précautions permirent, provoquèrent, et la façon dont les accompagner au mieux. Nous permettant même, en fin de propos, une extrapolation civilisationnelle. Comme d'habitude, nul blâme. Il s'agit juste, et ce sera bien assez, de nous pencher sur ces deuils que l'on opère à la faveur de l'épidémie comme dans tant d'autres circonstances, au pied du mur. Nous vivons une époque un peu spéciale, anormale ou un peu trop, où la vie dans toute sa furie se rappelle à notre arrogance. Je pourrais revenir sur le florilège d'explications et opinions que l'on voit exploser çà et là sur Internet, de véritables lanceurs d'alerte aux narcisses en quête d'attention, les astres, la nature, l'économie, la démocratie en danger, l'Europe, les circuits courts, l'autosuffisance. Et j'en suis là à 1/1000. Non. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire a fait des ravages dans nos contrées pendant des mois et des mois, je voudrais vous parler de deuil. De deuil, au pluriel, en vérité. Je voudrais vous parler du choix que nous avons collectivement à faire, ce choix dont personne ne parle, mais dont je vois la nécessité toucher peu à peu les familles en détresse que j'accompagne depuis quelques années. Vivre le cœur empli d'un esprit de revanche, de vengeance, d'amertume, vivre en invoquant l'injustice d'un monde que nous avons en réalité façonné ainsi, ou vivre ouvert, prêt à accueillir en nous et faire usage de ce que le chemin égara pour nous. Un deuil volé. Dire au revoir. Dire au revoir à celle ou celui qui part pour un voyage imprévu. Ou pas si tôt. Voilà ce que le monde moderne, nos contemporains occidentaux, est en mesure d'attendre. Un signe du quai, même si le bateau s'éloigne déjà dans le couchant. C'est souvent tout ce que nous requérons pour entamer un travail de deuil qui sera de loin l'un des plus ardus auxquels nous aurons à faire face. Pourtant, cet au revoir a été pendant des mois refusé, pour de très bonnes raisons, à des milliers de personnes prises au dépourvu, n'ayant pas même eu le temps de comprendre que le bateau en était un, que le départ n'était pas imminent mais déjà bien en cours, et que l'aller était simple, sans aucun retour permis. Résultat, le deuil ne commence pas. Pas ou mal. Comme pour ces familles de disparus, restées des années dans l'attente d'un signe, d'une nouvelle. Lorsque la surprise est totale et le contact impossible, le déni s'installe plus rapidement qu'on ne le pense et maintient les survivants dans les limbes d'une réalité dont on ne peut s'extraire qu'à grands frais. Et s'installe la colère. Et s'installe le sentiment d'injustice. Un sentiment n'ayant pas lieu d'être, mais emportant tout sur son passage jusqu'à la moindre seconde de notre temps. Il est d'un tragique absolu de croiser des personnes devenues puits sans fond, aux âmes disparues en même temps que leurs proches, allant d'une crise de larmes à la prière la plus irrationnelle pour que quelque chose, mais quoi, leur soit rendu. Ce quoi, il est au cœur du problème. Le défunt ne reviendra pas, personne ne s'y attend vraiment. Alors qu'est-ce? Le temps? Le temps volé? Ce temps, c'est un cheval de Troie, l'habit d'un manque plus simple, plus humain, plein d'un terrible bon sens, celui de l'impossible accompagnement, celui du dernier contact
dont on s'estima privé. Le contact faisant défaut, celui initiant le blâme, celui nous faisant infâmes, indignes, cruels, un état que nous nous ferons payer. Les tragédies se valent-elles? Socialement, il est de bon ton de répondre par l'affirmative. Mais dans l'intimité du cœur esselé, est-ce véritablement le cas? Mourir ensemble, lors d'un tsunami, d'un attentat, l'horreur de la situation prise en compte, les familles arrivent, tout de même, à se rencontrer, à échanger, à se sentir entourées dans ces heures sombres par une communauté ayant vécu la même chose. Les associations loi 1901 bourgeonnent, les deuils sont terribles, lents, mais accomplis ensemble. Ensemble, pour celles et ceux qui le veulent, naturellement. Mais pour une épidémie, tout est différent. Seul dans une chambre d'hôpital, ou cloîtrés à domicile, alors que l'on pourrait théoriquement les atteindre, les défunts partent sans révérence et sans ovation. Le plus difficile, c'est le fait que tout soit documenté, légalement ou au rythme des coups de fil donnés jusqu'à ce que plus personne ne décroche. On sait, on attend, on espère, refusant de se préparer au pire, bien qu'il ne fasse souvent que peu de doutes. Et l'on passe à côté de le revoir. Le vrai, celui que l'on aurait souhaité donner, celui que l'on imaginait dans un fantasme aux accents paisibles mais dramatiques, brise printanière entrant par la fenêtre, lumière douce, matinale, 3 générations réunies autour de l'aimé. Mais voilà, l'être cher est parti et nous n'étions pas là, car on nous l'a interdit. Comment accepter cela? Le rationnel a beau inlassablement répéter qu'il n'y avait pas d'autre alternative, qu'autrement aurait été pire pour un nombre croissant de personnes. Rien n'y fait. L'émotionnel, incontrôlable, ne l'entend pas ainsi. Ce qui lui parvient, c'est un ramassis de phrases vaines, odieuses, un ramassis d'excuses. Une pandémie n'est jamais une grande tragédie, mais un nombre incalculable de petites, transformant durablement les vies de celles et ceux devant faire face à une disparition à laquelle nul ne s'attendait si tôt. Ainsi commence la spirale infernale qui mènera beaucoup à un comportement autodestructeur qui aurait pu être évité si seulement ils avaient été correctement accompagnés. La vengeance, éteignoir du souffle vital. Spirale infernale, tout de suite, les grands mots. Que risque-t-on finalement? Quelques nuits d'insomnie lanceront cyniquement les plus bornés d'entre nous. Passé un temps, la vie continue, n'est-ce pas? Ils ne savent pas à quel point ils ont, hélas, raison. Tout du moins pour la seconde partie. Car oui, le problème est que la vie continue, sans que le problème ait été réglé. Et que le corps, l'esprit, tout chez celui qui continue à vivre crie désormais vengeance, ce qui se comprend à plus d'un titre. Alors naturellement, ce n'est pas une vengeance littérale dont il est question, mais d'un sentiment diffus cherchant le parfait bouc émissaire. Vengeance donc. Pour la souffrance d'autrui, intériorisée de manière souvent totalement fantaisiste, mais peu importe car sincèrement éprouvée. Et la souffrance personnelle qui, faute de pardon, impossible, ne fait que croître en se drapant dans l'habit de la justice, ou n'importe quelle guenille passant à portée, drogue comprise. Des souffrances que notre société ne tolère plus. Des souffrances que l'on a appris collectivement à taire ou nier jusqu'à ce qu'elles s'intensifient et deviennent incontrôlables. Alors, confus, on n'a d'autre réflexe que de les manifester dans de sinistres exutoires. D'ordinaire, quand les faits ne nous prennent pas par surprise, on sauve la face, on se prépare, on se désensibilise en amont. Mais là, pas le temps. Alors,
Acculés, incapables de taire plus longtemps les émotions qui nous dévorent, on finit par se venger. Se venger et s'éteindre à petit feu. Qu'aurions-nous pu faire d'autre? On se phagocyte. De bravades en position extrême, et inlassablement on défie cette vie injuste et jouit secrètement de la haïr sans qu'elle ne puisse rien faire contre cela. On défie cette vie injuste jusqu'à ce qu'elle gagne de nouveau, et elle gagne toujours, nous laissant là, sur le chemin. Nous qui fûmes incapables, malgré notre course effrénée, de faire n'eût été qu'un pas vers elle. Nous avons déjà traité le sujet du deuil par mythification et ses dangers, la façon dont il fige durablement un contenu psychique dans le temps et l'espace, prévenant son retour et son éventuelle réattribution à une nouvelle projection. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, bien que la situation s'applique parfaitement aux propos qui nous occupent. J'insisterai seulement sur le pathos véhiculé par une telle approche. Voici un exemple fictif reconstitué à partir de témoignages réels m'ayant été donnés. Seul, dans une chambre d'hôpital aseptisée, sans la moindre photo ou objet familier, sans Boubou, son chien. Elle n'avait plus que lui depuis la mort de papa. Entourée d'inconnus en combinaison de protection, comme si elle allait leur faire le moindre mal. Maman n'a jamais fait de mal à personne. Dieu que c'est injuste. Et moi qui étais là tous les jours, dans le hall, sans pouvoir la voir. Elle en a souffert, elle savait. Elle savait que j'étais là, que je ne l'aurais pas laissée. Et elle est morte seule. Et digne. Et ils me l'ont dit à l'hôpital, avec un sourire, en martyr, en héros. Une femme forte, exceptionnelle. Oh, maman. Ma petite maman. Difficile. N'est-ce pas? Difficile car potentiellement véridique, mais malheureusement d'aucune aide réelle pour celui qui doit désormais effectuer son deuil. Au contraire, en glorifiant le défunt, on se rend incapable d'y accéder. Le pathos nécessaire à consoler les premiers sanglots est bien plus sournois qu'on l'imagine et distille ses effets sur des temps beaucoup plus longs, allant jusqu'à la mort et bien au-delà, s'étalant sur des générations. Quelle approche aura le fils de cette personne une fois celle-ci disparue? A-t-elle gaspillé sa vie à courir après le fantôme de grands-parents, ou l'a-t-elle plutôt sacrifié en souffrant chaque heure, chaque seconde, des conséquences d'une injustice soulignant son exceptionnelle sensibilité? Le plus souvent, l'esprit humain trouve facilement des circonstances atténuantes aux actions des êtres aimés. Et le cycle recommence. Le pathos en lui-même n'est en rien une mauvaise chose. Une approche rationnelle pure est aussi malsaine qu'un deuil par mythification. Mais poussé à l'extrême, on voit vite les limites d'un comportement portant au nu les derniers instants d'un défunt et l'effet de contagion que cela aura sur les souvenirs communs. Dans certains cas, la réécriture est quasi totale et l'endeuillé devient inaccessible à tout argument qui l'identifiera, souvent même à tort, comme une tentative visant de le séparer du disparu. Le fameux cordon ombilical revient parfois faire des siennes des années après sa disparition. Parfois de n'avoir jamais été totalement coupé, c'est l'adage, mais aussi, et plus souvent qu'on ne le croit, d'avoir été coupé trop sèchement lorsque cela fut nécessaire. Je ne compte plus les exemples de familles éclatées, où celui s'étant sacrifié pour le parent finit par avoir un deuil on ne peut plus sain, alors que l'enfant s'étant déchargé du problème revient à la charge pour régler ses comptes. Mais avec qui sinon lui-même, blâmant l'altruiste de ne pas l'avoir prévenu plus tôt ou d'avoir fait les mauvais choix. Dès lors, un retardataire développe un sentiment de honte mêlé de regret qui, malheureusement, s'externalise en rage, laissant en lambeaux une famille déjà blessée par les crises passées. Ils sont les plus à risque lorsqu'il s'agit d'un deuil par mythification. La culpabilité qu'ils ressentent alors est incommensurable, même s'ils ne s'en rendent pour la plupart pas compte,
et fait écho au dédain, voire au mépris, qu'ils ont arboré pendant des années pour une querelle des plus justifiées, mais anecdotiques. Les raisons ne se discutent pas, elles sont recevables par définition. Mais cela reste trop tard pour le pardon auquel on pensait prétendre. D'où l'intérêt de ne pas laisser pourrir des situations auxquelles on pourrait remédier. Le faire pour l'autre, bien sûr, mais aussi pour nous-mêmes, car une fierté de posture ne dure qu'un temps, un temps bien trop court comparé aux heures de calvaire qui nous attendent une fois que notre adversaire d'alors, avec lequel on ne souhaitait en réalité même pas se battre, aura quitté ce monde. Fort heureusement, dans ces situations de crise, la voie de la vengeance, même si seulement émotionnelle, n'est pas la seule possible. Il en existe d'autres. L'idéal pourrait s'apparenter à un dîner. Idéal car elle seule permet un deuil sain, d'une durée raisonnable, ni trop court ni trop long, et ouvre l'accès sur des dimensions de l'être jusqu'alors projetées sur le défunt, élevant en sagesse et en compassion celui qui en est le théâtre. Pourquoi avoir appelé cette voie celle du dîner? Eh bien, car il s'agit d'inviter à sa table cet autrui qui n'est plus et d'achever la discussion qui n'a pu être menée à terme de son vivant. Table, autrui qui n'est plus, serais-je en train de parler de spiritisme? Non, pas du tout. La véracité de la pratique est une ineptie sans nom. Et pourtant, les bienfaits de l'approche dînatoire se confondent en grande partie avec ceux que l'art occulte revendique. Sans hasard. Tout comme les alchimistes en leur temps, les nécromanciens et prodigues d'alors, n'ayant aucune idée de ce à quoi ils s'essayaient, et échouant sans cesse, ne faisaient que traduire dans la matière un processus psychologique d'une complexité rare, celui de la réconciliation psychique. Spectre ou pierre philosophale, la vie éternelle fut de tout temps au cœur des préoccupations de notre espèce. Qu'on cherche à l'atteindre ou se rassure de son existence, c'est pour ceux qui pratiquent cet art un moyen de subsistance, survivance même, dont les premiers clients sont de riches mécènes, naturellement concernés par la chose, puisque, comme chacun le sait, plus on est riche et plus on a peur de la mort. Le dîner donc. Convier à sa table les contenus psychiques jusqu'alors projetés sur un autrui désormais disparu, et écouter leurs suppliques, craintes, colère, revendications. Les écouter attentivement, les comprendre en mots, pour leur donner l'opportunité de revenir à nous, d'être comprises, intégrées, à nouveau. Avoir une discussion apaisée est toujours le plus sûr moyen pour chacun de sortir grandi de l'échange. Alors, naturellement, cela ne se fait pas tout seul, d'un claquement de doigts. Cela ne se fait aussi pas sans accompagnement. Certains contenus peuvent être assez hostiles pour décontenancer un soi fragilisé par des années de souffrance. Les psychotropes, une dynamique sociale ou familiale malsaine ou incapacitante. L'idée derrière le dîner, c'est d'arriver à un accord deuil satisfaisant toutes les parties en présence. C'est d'arriver, par synthèse, à ce que tout le monde laisse sa part au bord du chemin, meure un peu, pour que le nouvel équilibre soit fertile et développe ses possibles longtemps encore après cette réunion au sommet. Alors, réunion ou dîner? Non, dîner. Il n'est de victuailles accessoires tant elles aident à délier les langues et invitent au partage. Sans tarder, tant il serait dommage que tout cela refroidisse. Afin d'illustrer plus concrètement mon propos, et parce que je suis bien conscient que celui-ci n'est pas évident à saisir tellement il peut sembler abstrait à celles et ceux n'étant que peu versés dans la chose psychologique, je vais explorer la chose sous un autre angle, qui parlera, j'en suis sûr, à chacun. Si l'image du dîner peut paraître naïve, elle fonctionne néanmoins parfaitement et s'applique à la personne comme au groupe, et in fine, à notre civilisation tout entière. Nous sommes tous, aujourd'hui et collectivement,
placé devant un choix qui, peu ou prou, se compare à celui de la vengeance ou du dîner. Comment ferons-nous le deuil d'une certaine idée de notre civilisation? Première possibilité, nous faisons le choix d'exprimer notre frustration dans la colère, compensant le perdu par un hypothétique retrouvé que nous mériterions sans que cela n'ait jamais été avéré, en allant plus vite encore dans le mur qu'avant la catastrophe. Seconde possibilité, nous nous asseyons autour du festin. Festin de ce que nous avons de commun, de ce que nous tenons pour beau, pour porteur de sens, et non seulement pour utile ou agréable. Et nous faisons le choix de reconnaître que ceci ou cela appartient désormais au passé, tant ce que nous sauvons est incommensurablement plus précieux et signifiant. Seulement, voilà, l'homme moderne a perdu la capacité de se connecter à la nature, ce qui est en soi une aberration puisque nous sommes nature, tant il n'existe aucune ligne de démarcation sinon celle de nos égaux malades. Et donc, la capacité de se connecter à lui-même. Perdu la capacité de se connecter à ses besoins, ses peurs, ses joies, et ce que tout cela peut dire de lui. Il ne se connaît plus. Du coup, il sous-traite et sa voix perd en valeur, tout comme le résultat, simplement parce qu'ainsi accède aux commandes celui qui parle le plus fort, a le plus de conviction, ou intimide son voisin, la vengeance, bien qu'il soit totalement incompétent en une foule de choses. Il faut que nous soyons collectivement capables de nous mettre autour de la table et non de revendiquer, mais de nous expliquer sincèrement, les uns aux autres, les réalités qui sont les nôtres. Et de faire confiance. Faire confiance. C'est ce qui est le plus difficile pour le cerveau humain. Faire confiance à l'autre, l'inconnu étant par définition étiqueté menaçant, ses émissaires sont systématiquement taxés de mauvaise foi ou de dissimuler un agenda allant à notre rencontre, mais aussi faire confiance. Être suffisamment sûr de soi pour pouvoir exprimer ses craintes, son embarras, ses désirs, ses besoins, et admettre ses lacunes, ses fragilités. Cela semble paradoxal, mais en fait, être juste confiant en notre capacité à écouter d'abord, puis sainement douter. Douter des soi-disant experts qui peuvent nous raconter n'importe quoi puisque nous n'y comprenons rien. Mettre à l'écart les excités, les idéologues, les beaux parleurs. Vaste programme? Pas tellement. Long, c'est tout, oui. L'homme sait identifier les postures les plus extrémistes lorsqu'on lui en donne le temps et l'occasion. Que chacun s'exprime, se confie, soit accueilli dans la bienveillance et non la condescendance, et notre être, comme notre civilisation, pourra effectuer la mue qui lui est nécessaire en minimisant les catastrophes. Dénigrer cette approche et on entérine le fait qu'un deuil ne peut se dérouler sainement, que l'on ne peut en sortir grandi. Ce qui est tout à fait faux, puisqu'on peut. Le chantier s'annonce de trop grande ampleur, dissuasif. Certes, nous n'avons pas la moindre idée du nombre de contenus psychiques qui, sous la surface, s'activent, se mettent en sommeil, ou nous manipulent sans que nous ayons la moindre impression de changement. Mais qu'à cela ne tienne, un dîner, 2, 3, autant qu'il en faut, pour que tout le monde s'exprime librement, puisse se faire entendre et fasse remonter ses doléances. Et pour finir, un brin de bonne volonté, de courage, d'ambition. Cela paraît surhumain, certes, mais c'est bien parce que cela l'est que nous devons nous y atteler. Ce que nous sauvons, c'est nous. Non ce que nous sommes, non ce qui nous fut promis, mais bien plutôt ce à quoi nous pouvons prétendre. Ce que nous sauvons, ce que nous préservons, c'est un potentiel que nous ne vivons plus en rien. Ce fut plus une opportunité qu'un choix, mais aujourd'hui il s'agit d'une résignation par défaut.
question d'échelle. Et à toutes celles que l'on nous présente, on semble capituler. Capituler, abandonner, renoncer. Est-ce vraiment le cas? Pour cela encore faudrait-il commencer. Il ne s'agit pas de baisser les armes, mais de retrouver l'égaré, de retrouver l'emprunté, de le laisser revenir à nous, de le guider dans sa tâche, afin que nous puissions nous en nourrir et grandir en cela dans des conditions insensées auxquelles nous n'aurions su rêver. Ce choix des bras ouverts, de la main tendue, il est important. Certes, il nous coûte. Pire, il est vu par nos cerveaux, trop habitués à la passivité en ce domaine, comme un risque non nécessaire. Un risque? Lequel? Il y en a tellement, peu importe, martèle-t-il dans une tentative désespérée d'évitement. Encourageons-les donc à finir leur phrase. Peu importe, sinon la capacité que l'on a à vivre pleinement, ou à y tendre. Peu importe, sinon notre capacité à nous embrasser tout entier, quoi que cela veuille dire, même et surtout lorsqu'on n'a aucune idée de ce sur quoi cela pourrait déboucher. Le risque de se contenter de l'encore sous contrôle est bien plus grand que celui d'étendre son champ, jusqu'à celui des possibles, là-bas, juste derrière. Il ne se trouve finalement pas si loin que ça, ce champ, si tant est que l'on s'y dirige ensemble et unis. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. À très vite.